Bonsoir, bonne année, il est encore temps de le dire, c'est un peu classique, mais bon, c'est sincère. C'est le 9e séminaire de l'École Polytechnique Santé. C'est un séminaire particulier puisque c'est un séminaire qui ouvre un nouveau thème. Pour ceux qui étaient présents jusque-là, et je les en remercie, on parlait de prévention et du rôle de l'IA dans la prévention. Et avec ce séminaire, on ouvre un deuxième sujet. Ça ne veut pas dire que le premier est abandonné, mais on ouvre un deuxième sujet sur le management. Alors, le management de la santé, ce qu'on essaye de faire, au fond, c'est de partir d'un constat, et je pense que ça sera très éclairé ce soir, évidemment, par nos invités, c'est que le terme management n'est pas très compris, paradoxalement, dans la santé. C'est un terme qui reste encore avec une vision parfois très négative, en fait, quand on utilise le terme même management dans certaines assemblées. On est repris, ou en tout cas, les gens ne voient pas trop. On a eu aussi une petite musique ces dernières années sur le fait que le management dans la santé, c'est l'hôpital-entreprise, c'est le capitalisme, c'est la rentabilité, c'est la T2A et toutes les pressions budgétaires. Et ce qu'on voudrait faire en fait dans ce séminaire, c'est de montrer en fait d'abord que le management c'est pas ça et que les questions qui se posent à l'heure actuelle dans le système de santé sont peut-être justement en besoin d'un management mais d'un nouveau genre. Alors qu'est-ce qu'on appelle ce management d'un nouveau genre? C'est le management du terrain, du quotidien, c'est les fichiers Excel, c'est les bugs informatiques, c'est la coordination entre les professionnels, c'est les climats organisationnels. Autant le dire aussi, c'est les questions de harcèlement en tout genre. Enfin, il y a énormément de sujets qu'on peut aborder là-dessus. C'est l'introduction aussi du numérique dans ce domaine. Ce qui est très frappant, sans être trop long, c'est qu'il y a des solutions qui existent sur le terrain, mais qui ne sont pas forcément très comprises, qui posent une question peut-être plus d'ordre général, au fond, sur la mentalité française, sur la manière de considérer ces sujets, qui sont parfois jugés comme de la logistique qui va de soi ou du détail, alors qu'en fait, c'est là que ça se joue dans la mise en œuvre. Et je voudrais juste terminer dans cette introduction sur le fait que on est plusieurs à considérer que c'est vraiment important parce qu'on regarde l'impact sur les gaspillages. Au fond, on voit que dans les systèmes de santé, les gaspillages sont liés à ces problèmes du quotidien et d'organisation. On estime que c'est de l'ordre de 10%, pour être raisonnable, des dépenses de santé. C'est quand même un gisement important. La non-qualité aussi est liée à ça. Quand on commence à regarder les grandes études nationales sur les événements indésirables, on s'aperçoit que les causes sont essentiellement organisationnelles. Ce n'est pas une erreur médicale individuelle. Et puis, surtout, avant toute chose, peut-être l'attractivité des professionnels. À l'heure actuelle, bien sûr, il y a les patients sur le parcours du combattant qui le voient, mais il y a aussi cette attractivité des professionnels. Et on est très frappé dans les études de constater qu'au fond, ce que les professionnels renvoient, ce sont ces questions-là aussi, c'est-à-dire ces questions du quotidien. Alors, pour lancer ce séminaire, il nous fallait des invités de renom. Oui, Guillaume se méfie toujours quand je commence à présenter les personnes. Tu n'as pas tort. Donc aujourd'hui, on va aborder un premier sujet. Guillaume Couillard, Michael Ballet et Madame Annie Setzer, qui ont écrit ce livre qui fait du buzz, qui s'appelle L'hôpital apprenant, qui vient de sortir il y a 3 mois, je crois, 2-3 mois. Fin octobre, et qui est justement tout à fait dans la lignée du propos que je tenais, c'est-à-dire comment raisonner au niveau d'un établissement. Alors Guillaume est un directeur d'hôpital du GHU Paris Sciences, Paris Psychiatrie et Neurosciences, excuse-moi, j'y arriverai un jour. Ce qui est très original, c'est que Guillaume a cette réflexion de terrain, qui pose aussi la question, au fond, sur les profils de managers hospitaliers à l'heure actuelle, comment se pencher sur ces sujets. Et donc, il a fait alliance avec Michael Ballet, qui est quelqu'un très connu dans le domaine notamment du lean management. Vous avez eu, je crois, 6 ou 7 fois le prix Award, un des plus prestigieux sur le Shingo, voilà, sur le lean management. Et vous, madame, donc, qui êtes conseillère en organisation. Donc, on va vous laisser présenter un peu votre réflexion. Elle sera ensuite discutée par 2 personnes que je remercie aussi d'être présentes. Donc, Olivier Clarisse. Alors, Olivier Clarisse est un médecin, je vais dire avant tout, je m'avance un peu, mais vous êtes chef du service de réanimation de néonatologie aux Hospices civils de Lyon.
Vous êtes également auteur d'un rapport sur la gouvernance hospitalière qui est rentré vraiment dans le paysage hospitalier, qui a beaucoup frappé justement sur la manière d'aborder ces questions de proximité. On dit un peu le rapport Clarisse maintenant. Et puis vous êtes membre titulaire de l'Académie nationale de médecine. Et enfin, le deuxième discutant est Philippe Lorineau. Alors Philippe est j'allais dire, un compagnon de route depuis quelques années. J'ai beaucoup de chance de le côtoyer. Philippe est un prof de gestion très reconnu dans notre domaine, tout secteur confondu, pas seulement sur la santé. Il est très connu notamment parce qu'il a produit un autre livre sur la théorie du pragmatisme. Il en dira peut-être quelques mots, qui est une théorie de la philosophie de l'action, mais qui peut être tout à fait pertinente pour des questions de gestion et de organizational studies. Donc il a été publié en français et en anglais à Oxford University Press. Donc si vous tapez Philippe Lorineau, L-O-R-I-N-O, sur Amazon, vous aurez la possibilité de voir aussi ce livre qui est remarquable. Mais ce soir, le livre dont on parle en priorité, c'est L'hôpital apprenant. Donc je ne vais pas arrêter de vous le montrer. Le but de la soirée, c'est que vous soyez totalement submergé d'émotions par rapport à l'hôpital apprenant. Et donc sur cette dernière phrase, mon cher Guillaume, je vais te laisser la parole en te mettant évidemment très mal à l'aise. Excuse-moi, on est suffisamment complices pour qu'on puisse un peu vanner entre nous en introduction. Oui. Il faut que tu rebrandisses le livre pour que tu vois. En fait, c'est mon rôle ce soir. Bon, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous submerger d'émotions. Le challenge est peut-être un peu élevé. Alors, je ne sais pas comment je passe les slides. Voilà, c'est le moment où vous me passez les trucs. Donc, on est 5 à prendre la parole ce soir, donc je vais essayer d'être bref pour qu'on puisse aussi avoir un débat avec la salle. Et je vais vous présenter quand même les grandes lignes du contenu du livre qui n'est rien d'autre que la traduction de ce qu'on a essayé de mettre en place au GHU, Paris Psychiatrie et Neurosciences, depuis maintenant plus de 3 ans. Et donc un système de management, alors basé effectivement sur les principes du lean management, mais on parle plutôt d'amélioration continue chez nous. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, finalement, à l'hôpital, tout commence toujours par les patients, à s'intéresser au sort des patients et qu'est-ce qui détermine finalement le sort de ces patients, la qualité de la prise en charge, la qualité de leur expérience à l'hôpital. Je vous ai pris un exemple extrêmement simple, prescription médicale qui prescrit un examen sanguin, donc on va faire une prise de sang. Puis ce sang sera analysé, il y aura un examen biologique, et puis le résultat sera transmis au médecin qui va, le cas échéant, ensuite prescrire une thérapeutique adaptée à la situation. Donc un cas un peu simpliste, mais qui finalement est assez banal, qui illustre un morceau de parcours d'un patient à l'hôpital. Ce qui est intéressant, ce qu'on a essayé de regarder, c'est un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Alors évidemment, ce qu'il y a dans un premier temps sont des personnes, des professionnels de santé, des médecins, des infirmiers. Alors j'en ai mis quelques-uns sur la diapositive, qui évidemment prennent des décisions à chaque moment de ce parcours. Ils prennent des décisions en fonction du patient qu'ils ont en face d'eux et dans l'environnement dans lequel ils sont. Le médecin va évidemment prescrire en fonction de ce qu'il comprend de la situation clinique du patient qu'il a en face de lui. L'infirmier va réaliser la prise de sang, il la réalisera d'une certaine manière, conforme évidemment aux bonnes pratiques soignantes, mais aussi dans certaines conditions, dans certains endroits, à un certain moment, au moment où il sera disponible. Ça dépend peut-être du nombre d'infirmiers qui sont présents dans le service ce jour-là. L'examen ensuite sera fait et donc le prélèvement sanguin sera acheminé depuis l'endroit où il est prélevé jusqu'au laboratoire, d'une certaine manière aussi, avec un transport. L'examen sera fait. Évidemment, il y a le biologiste, mais il y a des automates, il y a des réactifs. Ce résultat sera transmis probablement dans un système d'information qui donnera ensuite les résultats. Donc en fait, derrière ces professionnels de santé, il y a aussi un certain nombre, en fait un grand nombre
d'organisation, de systèmes, de technologies qui supportent tout ça et qui sont eux aussi déterminés par un certain nombre de décisions. Des décisions qu'on a prises parfois des années auparavant. La façon dont les locaux sont configurés, la façon dont le service est pourvu en personnel, les choix. On a choisi une façon d'acheminer le prélèvement entre ici et là. Ça induit un certain délai, plus ou moins long. Les prescriptions peuvent influer sur le type d'automates qu'on a dans le laboratoire, etc. Donc en fait, toutes ces décisions, elles ont des temporalités différentes, elles sont prises par des personnes différentes, et en plus, elles interagissent entre elles. Elles interagissent entre elles parce que, évidemment, il peut y avoir des choses qui changent selon les choix qu'on fait. Eh bien, le patient va attendre plus ou moins longtemps. Les conditions dans lesquelles il sera reçu, il sera revu, sont différentes. Et donc, finalement, le parcours de ce patient est la somme de toutes ces décisions, qui sont assez nombreuses, en fait, et qui sont prises selon, finalement, 3 grandes logiques. Alors, une logique médicale, bien sûr. C'est la première à laquelle on pense à l'hôpital. Donc les médecins prennent un certain nombre de décisions par rapport aux patients qu'ils ont en face d'eux, selon les données de la science, donc basées sur les connaissances médicales du moment, selon le patient qu'ils ont en face d'eux, et avec une logique d'investigation. Un tableau clinique nous renvoie à une hypothèse de diagnostic qu'on vérifie, et ensuite on applique. Et puis si ça ne marche pas, on y revient et on recherche autre chose. L'administration au sens large, qui va prendre elle aussi un certain nombre de décisions selon une logique un peu différente. Les contraintes ne sont pas les mêmes. L'objectif de l'administration va être de faire respecter un cadre réglementaire, de faire respecter les ressources qui sont allouées à l'hôpital. Et en fonction de tout ça, les décisions vont être prises sous contrainte de respect des lois, des normes, des règlements, des budgets qui sont alloués. Le raisonnement n'est pas exactement le même, les modes de défaillance ne sont pas exactement les mêmes non plus. Souvent, dans l'administration, c'est l'accumulation des défaillances qui est importante. Par exemple, si j'ai une rupture de stock quelque part, si j'ai un produit qui est en rupture de stock, bah, c'est souvent la somme de plein de choses qui n'ont pas bien marché. J'ai pas vu que la consommation avait augmenté, j'ai pas vu l'alerte du fournisseur qui avait du mal à livrer, je me suis trompé sur le stock que j'avais réellement, je me suis trompé dans la façon de passer le marché, j'ai un délai supplémentaire. Bref, c'est souvent l'accumulation de ces problèmes qui va arriver au final à la rupture de stock. Donc le boulot de l'administration va être d'essayer de sécuriser chacune de ces couches. C'est pas exactement le même raisonnement que le raisonnement médical. Et par exemple, on a beaucoup de mal à revenir en arrière. Si on s'est trompé, on a du mal à revenir en arrière. On a du mal à faire des essais-erreurs dans l'administration. Et puis, il y a une logique soignante qui existe aussi, qui est une logique extrêmement concrète, très axée sur l'exécution. Alors, la meilleure façon de voir qu'il existe vraiment une logique soignante, c'est que quand vous fusionnez 2 services de même spécialité à l'hôpital, en général, il va se passer un certain temps avant qu'il y ait une culture commune. C'est donc bien que quelque part, il y a bien une logique soignante. Cette logique soignante, elle se traduit par des choses extrêmement concrètes. Les staffs sont organisés d'une certaine manière. Il y a des participants qui ne sont pas toujours les mêmes. Les sorties se font le matin, se font l'après-midi, d'une certaine manière. Les administrations de médicaments se font aussi d'une certaine manière, etc. Il y a des cultures de service. C'est une culture extrêmement pragmatique. Alors les soignants sont les champions de, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je trouve une solution de contournement. Le CG marche pas, c'est pas grave, je vais prendre celui de l'étage au-dessus, je vais prendre celui de l'étage en dessous, j'ai pas de brancardier, je brancarde moi-même, etc. Ils sont les champions de ça. Alors le problème, c'est quand les solutions de contournement s'ajoutent, et que ça devient complètement n'importe quoi en termes de fonctionnement, et où ils se retrouvent à supporter toutes les défaillances d'ailleurs. 3 logiques très différentes, mais qui coexistent tout le temps à l'hôpital. Pour toutes les décisions, on a toujours ces 3 logiques qui sont là et qui influent les unes sur les autres. Tout ce qu'on raconte dans le bouquin et tout ce qu'on a essayé de faire, tout ce qu'on essaye de faire au GHU, c'est de faire en sorte que ces 3 logiques coopèrent plutôt que s'affrontent.
fait, en gros, c'est vraiment ça l'idée. Pour mettre chacun dans une meilleure situation de décision. Tous ces gens décident, ok, chacun dans la place qui est la leur dans l'organisation, mais on essaie de les pousser vers une logique coopérative pour comprendre les contraintes des uns et des autres et prendre des meilleures décisions. Développer le capital humain, c'est un peu notre mantra. Et donc pour faire ça, pour aboutir à une logique de coopération, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux choses. On va essayer d'avoir un langage commun, qui est celui de la résolution de problèmes, partager un langage commun, et on va créer des espaces de partage, dans lesquels ce langage va permettre à ces trois logiques de coopérer. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Alors ça tombe bien parce qu'en fait, tous ont une certaine approche des problèmes, et en discutant entre eux, ils vont s'enrichir du point de vue respectif des uns et des autres sur la façon dont on aborde les situations. Donc quand on arrive à faire coopérer, tout ça devient extrêmement riche et extrêmement positif. Donc comment on fait concrètement pour faire ça? Bien, il y a trois, on a appelé ça 3 boucles d'apprentissage qu'on met en place à l'hôpital. Donc la première, c'est la boucle au niveau de l'équipe, donc qui va travailler sur le développement des personnes au sein d'un collectif qui est celui de l'équipe. Alors typiquement c'est l'unité de soins, mais ça peut être l'équipe du bureau des admissions, l'équipe des transports logistiques, n'importe quelle équipe en fait. L'unité de base du fonctionnement de l'hôpital, donc au plus près du terrain. Et on va essayer de mettre en place des routines toutes les semaines dans lesquelles on va faire des mini-retours d'expérience, pour se donner l'opportunité de mieux comprendre ce qui nous arrive. Donc c'est des choses extrêmement simples. Typiquement, c'est... qu'est-ce que j'ai vu hier? C'était hier, donc dans un service, j'ai vu, c'était un problème de transmission d'informations entre... Alors vous savez, en psychiatrie, il y a beaucoup de liens entre l'hospitalisation et l'ambulatoire. Il y avait un problème de transmission. L'information sur l'injection en retard qui devait être faite n'avait pas été bien transmise. Et donc, il y avait eu un problème. L'injection n'avait pas pu être faite. Donc, voilà, ça c'est un problème typiquement sur lequel on peut se pencher, revenir. Pourquoi la transmission s'est mal faite? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude pour transmettre l'information entre l'hospitalisation et l'ambulatoire? Alors là, c'est intéressant parce qu'en général, quand je pose cette question-là, il y a 3 réponses différentes ou 4 réponses différentes. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Les 3 infirmières m'ont répondu 3 trucs différents. Il y en a une qui m'a dit on appelle le service ambulatoire, l'autre qui m'a dit ça passe par le dossier patient informatisé, la troisième m'a dit on voit ça dans le staff du vendredi. Je dis bon, ok, sans doute les 3 en même temps, mais là en l'occurrence aucune des 3 choses n'avait fonctionné. Donc des choses extrêmement concrètes, extrêmement précises, qu'on va décortiquer à cette occasion-là. Alors des choses passées en fait, hein. On n'essaie pas de résoudre des problèmes, on essaie juste de comprendre ce qui nous arrive. Et en allant, alors la petite subtilité, c'est essayer de dépasser le tu n'as pas bien respecté la procédure. Une fois, je vais dans un service et je regarde le chariot d'urgence. Sur le chariot d'urgence, la boîte des dasseries, la boîte jaune, la boîte des déchets infectieux, débordait. Vous savez, il y a une limite sur ces boîtes. Normalement, ça ne doit pas dépasser la limite. Et donc la boîte débordait. Et donc je dis à la cadre, vous avez vu, il y a un petit sujet, la boîte déborde. La cadre s'énerve, c'est vraiment pas normal. Il y a un protocole extrêmement clair pour réviser le chariot d'urgence, ça doit être fait tous les week-ends, l'équipe du week-end sait parfaitement faire. Et d'ailleurs, j'ai fait une checklist pour faciliter ça. Et donc, c'est sans doute que l'équipe du week-end dernier n'a pas bien fait le boulot. Je vais donc de ce pas engueuler l'infirmière qui était là le week-end dernier, qu'elle n'a pas bien fait son job. Je lui dis calmons-nous, sortez-moi la checklist. Je regarde la checklist, alors on demande à l'infirmière qui était là, qui nous sort la checklist, pas de problème, elle savait très bien où elle était. Je lui demande, montrez-moi l'endroit où on parle de la boîte d'asserie, de la boîte jaune. Pas de problème, elle me montre la ligne. Et me dit-elle, mais en fait, on coche toujours la case parce que finalement la boîte, elle est là. Et oui, la checklist visait à vérifier la présence ou l'absence de toutes les choses qui composent le chariot d'urgence. Donc oui, la boîte est là. La checklist ne disait pas de vérifier la conformité
de la boîte, c'est-à-dire qu'il y a une date dessus, qu'elle est sur un support, qu'elle ne déborde pas, qu'elle est à moitié fermée, bref. Donc il y avait bien une ambiguïté sur la consigne de départ. L'Anguirlandais n'aurait rien changé, elle aurait trouvé ça juste injuste parce qu'elle avait vraiment fait le boulot de regarder la checklist sur le chariot d'urgence le week-end dernier. Et donc on essaie d'aller dans le détail. Ce que je dis souvent aux équipes, c'est n'importe quelle personne placée dans les mêmes conditions aurait probablement réagi de la même façon. La consigne n'était pas claire, l'outil était ambigu, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que l'outil était ambigu. C'est ce qu'on essaye de comprendre. Ça, c'est l'étape 1, ça nous permet de nous entraîner sur la résolution de problèmes, à essayer de comprendre quels sont les vrais problèmes. C'est une étape importante, parce que souvent, on passe cette étape-là et on se trompe de problème. Donc, je vais aller un peu plus vite sur la suite. Ensuite, l'étape d'après, c'est de partager entre les équipes. Donc là, ça donne deux opportunités. La première opportunité, enfin 3 opportunités. La première, c'est de partager les apprentissages. Tiens, j'ai appris quelque chose, c'est intéressant, je te le raconte. Deuxième chose, ça permet de trouver du soutien mutuel. Il m'arrive un truc, qu'est-ce que tu en penses ? Alors ça peut être des choses du type, dis donc, on a la certification HS dans 6 mois, oh là là, j'ai peur, qu'est-ce que tu fais ? Ça peut être sympa de se soutenir mutuellement dans des situations comme ça. Et ça peut être aussi de la co-construction. J'ai un site, par exemple, où on a un problème, justement, je parlais de prélèvement de biologie tout à l'heure, on a un site où on a un problème, les prélèvements arrivent souvent non conformes. Il y a des problèmes de délai. Le labo dit c'est non conforme. Tous les services sont concernés. Donc, ils en discutent ensemble. Pourquoi on a ce problème ? Qu'est-ce qui se passe sur le site ? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris qui fait que nos prélèvements sont non conformes ? Donc, partage entre les équipes. Évidemment, il faut mettre toutes les équipes concernées par le sujet. Si vous traitez de la biologie, il faut mettre le transporteur, la biologie, les unités de soins. Il faut mettre tous les gens concernés par le sujet. Parce que sinon, évidemment, celui qui est absent est toujours le fautif du truc qui ne va pas bien. Et puis la troisième boucle, c'est au niveau de tout l'hôpital, où on va essayer de forcer la coopération, cette fois-ci par la transparence, où on pousse les directions de l'hôpital. Donc là, c'est des décisions qui peuvent impacter potentiellement tout le fonctionnement de l'hôpital. Je passe de blouses nominatives à des blouses banalisées, je déploie des cartes professionnelles, je change de dossier patient informatisé ou des choses plus petites parfois. Hein. Je change une modalité dans l'hôpital, je change une procédure quelconque. Et donc là, c'est d'abord de pousser chacun à savoir quelle est la contribution au fonctionnement de l'hôpital. C'est pas complètement évident. Il y a quelque temps, je suis allé voir le... Donc pousser la transparence, ça veut dire juste l'écrire au mur, en fait. Hein. On l'écrit au mur. On allait voir les travaux. Les travaux, l'objectif de la maintenance qui était affiché en gros, c'était marqué objectif 60% de curatif, 40% de préventif. OK. Où est le client ? En quoi ça intéresse le soignant qu'il y ait un ratio comme ça sur les interventions de maintenance ? Au moins, ça se discute. Ce n'est pas complètement évident qu'un service de maintenance qui vérifie ça rend un bon service pour les soignants. Donc, la discussion sur l'objectif est une discussion vraiment intéressante. Parce que parfois, ce n'est pas toujours évident. Surtout quand on confond les contraintes et l'objectif. L'objectif est-il de respecter le code de la fonction publique ou est-il de mettre les bonnes personnes aux bons endroits dans les services, avec les bonnes compétences ? On a vu le service sécurité qui nous dit « Mon objectif, c'est faire en sorte que la commission de sécurité se passe bien. » Oui. C'est peut-être aussi qu'il n'y ait pas de départ de feu, ce serait peut-être pas mal comme objectif de sécurité. Donc, une discussion sur les objectifs. Et puis, ensuite, on a une discussion sur les changements. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Et pourquoi c'est intéressant de le partager avec d'autres ? Parce que ça peut impacter d'autres directions. Ça, c'est la solution des uns et souvent le problème des autres. Donc on essaye de faire en sorte d'éviter ça en forçant la discussion. Et attention, tu vas faire ça, ok, je vois que ça t'arrange, mais moi ça ne m'arrange pas du tout, donc il va se passer quelque chose. Je change... Bon, on l'a fait récemment d'ailleurs, je change de marché de transporteur, toujours pour mon histoire de biologie, là, je file la métaphore aujourd'hui, je change de transporteur pour les tubes, ils ne passent pas aux mêmes heures,
ouais, t'es sympa, mais avant les prélèvements, c'était les équipes de nuit qui pouvaient le faire, maintenant ça va être les équipes de jour. En organisation, c'est pas un petit sujet. Donc, en fait, il se passe quelque chose. C'est pas juste une circulaire qu'on envoie la veille du changement de transporteur. Ça se discute un peu. Pour faire ça, il faut maintenir des bonnes conditions d'apprentissage. Donc ça, c'est les cercles d'apprentissage. On essaie de faire ça à tous les niveaux de l'organisation pour amener la coopération des trois logiques. Il y a quand même des conditions, c'est pas totalement simple d'amener les gens à discuter de tout ça. Alors j'en ai mis deux, il y en a d'autres, mais j'insiste sur ces deux-là. La première, c'est la maintenance des systèmes. Il y a tout un chapitre sur la maintenance des systèmes. Les systèmes qui dysfonctionnent génèrent beaucoup de problèmes dans les services parce que les soignants sont obligés de trouver des solutions de contournement tout le temps et ça les épuise. Parce que solution de contournement sur solution de contournement, ça finit par faire des fonctionnements très dégradés et ça dégrade fortement l'ambiance dans les services. Les gens sont irrités, on est en permanence en train de jongler, les règles changent tout le temps. Et donc ça c'est vraiment très délétère. Et donc ça veut dire forcer les directions support à vraiment s'intéresser à bien faire fonctionner les choses, que le service rendu soit vraiment de qualité, que quand on demande quelque chose il ne faille pas relancer 3 fois, qu'on n'ait pas de réponse, qu'il ne se passe rien en attendant l'intervention qui est prévue dans 3 semaines, mais pendant ce temps la porte va être toujours cassée, donc il faut quand même faire quelque chose, enfin, etc., etc. Donc, la maintenance des systèmes c'est vraiment important. Et puis l'ambiance dans les services, bon, j'en ai un peu parlé, mais évidemment, ça veut dire quand même une ambiance. Alors ça tombe beaucoup sur le binôme, dans les services de soins, sur le binôme chef de service, cadre de santé, et dans les services support, sur le chef d'équipe, qui est quand même l'un des garants de l'ambiance, du fait qu'on peut parler de problèmes sans se faire reprocher, sans être blâmé, et que la parole est libre. Les espaces qu'on crée sont des espaces de pur apprentissage, sur lesquels la parole doit être libre, sinon évidemment c'est problématique. Je termine avec ça, c'est pour Olivier Clarisse, qui est champion de la gouvernance hospitalière. On touche à rien, on touche absolument à rien sur la gouvernance hospitalière, les instances, les organigrammes, les procédures. L'hôpital est une grosse bureaucratie avec beaucoup d'instances. Ça demeure, chacun a des rôles et responsabilités, a une place dans l'organisation. Notre conviction, c'est plutôt d'essayer de faire mieux fonctionner l'organisation telle qu'elle est, en faisant en sorte que les gens se parlent plus et se mettent d'accord sur leurs problèmes. À peu près, de manière très résumée, c'est à peu près ça. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que on peut faire vraiment beaucoup de choses en améliorant le fonctionnement quotidien et en faisant en sorte que les gens se parlent vraiment de leurs problèmes, et que la solution n'est pas dans qui décide pour tout le monde. Parce qu'en fait, celui qui décide pour tout le monde se trompe quand même très souvent, parce qu'il est loin de ce qui se passe réellement. Donc, on n'a pas posé le problème en termes de pouvoir à un territoire, on a plutôt posé le problème en termes de fonctionnement d'un collectif qui est un peu compliqué, parce que fait avec 3 logiques différentes et quand même des choses très intriquées, donc c'est un peu compliqué. Mais en fait, on essaie de mettre chacun à sa place, à son rôle, dans de meilleures conditions pour décider. C'est ça qu'on essaie de faire, ça veut dire avoir la bonne information et bien mesurer les conséquences de ses décisions sur les autres, avant de décider. Donc on ne change rien à tout ça, et on met juste en place des boucles d'apprentissage pour que chacun comprenne chaque jour un petit peu mieux dans quel environnement il évolue et quelles sont les conséquences de ses actes sur les autres et sur les patients. Bon, tout ça, ça fait un système. C'est à peu près ce que j'ai présenté là. Il y a un sujet dont je n'ai pas trop parlé parce que je ne veux pas trop prendre de temps. C'est le sujet des task force, qui est une modalité pour faire la même chose pour des sujets de long terme et sur lequel on n'a pas forcément la main. C'est comme ça qu'on traite par exemple attractivité, fidélisation, ou qu'on traite le développement durable, ou qu'on traite des choses qui nous échappent en partie. Mais tout ça est vraiment pour prendre de meilleures décisions pour les patients. Alors vous l'avez compris, on essaie. Alors le Gemba, c'est le terrain, c'est là où se passent les choses.
tout ça repose, c'est pas un hasard si c'est en bas de la diapositive, tout ça repose sur le souci d'être vraiment au plus proche de là où se posent les vraies difficultés, donc au plus proche du terrain, ce qui fait que je vais au minimum 2 fois par semaine dans les services, et en fait c'est peut-être le truc le plus important de cette démarche, c'est juste d'aller comprendre ce qui se passe vraiment. Hier j'y ai passé une après-midi, j'ai vu plein de choses. À chaque fois, on revient hyper enrichi sur la compréhension du fonctionnement de tout, et c'est la clé du système. Voilà pour cette très brève introduction. Maintenant, je vais appeler... Alors oui, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, un peu. Ça marche quand même. Je vous ai mis quelques trucs. Non, parce que souvent, on dit est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche. On a fait quand même pas mal de choses. Je vous ai mis quelques éléments. Je ne veux pas non plus mettre trop de chiffres, j'en ai pas mis beaucoup dans la présentation, mais vous voyez, il y a certains sujets qu'on a traités en task force, d'autres sujets qu'on a traités sous mode Kaizen. Ça, par exemple, les taux d'occupation, les histoires d'admission, c'était un truc en Kaizen. Les effectifs médicaux ou la consommation de gaz, c'est plutôt des task force. Les délais de paiement, c'est aussi du Kaizen. Et voilà, et donc c'est ce qu'on rencontre dans l'hôpital apprenant, et c'est là que mes 2 co-auteurs viennent me rejoindre. Alors, vous voulez rajouter quelque chose? Je laisse à peut-être Anne-Lise d'abord. Commentaire à chacun. Anne-Lise, je sais pas si celui-là marche. Je vous en prie. Bonsoir. Guillaume, plein d'émotions. Je sais pas si j'ai réussi à faire, comment tu avais dit, des vagues d'émotions. Susciter une vague d'émotions. Je suis pas complètement sûr que l'Assemblée soit au bord des larmes. Mais enfin, Guillaume a pas dit le vrai secret du truc, c'est qu'il est super sympa. Ça, si vous n'êtes pas sympa, passez moins de temps sur le terrain parce qu'on ne sait pas ce que ça fait. Mais lui, il est super sympa. C'est toujours étonnant de voir Guillaume sur le terrain face aux équipes. C'est un moment qu'il faut, pour le coup d'émotion, qu'il faut vivre. Bon, c'est une émotion très hospitalière, je ne la recommande pas aux autres, mais c'est une émotion. D'ailleurs, il y en a qui sont dans la salle, qui sont venus pour soutenir. Peut-être juste rajouter un petit point sur l'avant-dernière slide qu'on peut repasser, peut-être, celle du système en fait. Qui est donc le système d'amélioration continue, mais qui est donc aussi le système d'apprentissage, où vous voyez apparaître des outils. Ce qui est intéressant avec ces outils, et qui est vraiment spécifique à la démarche Lean, c'est que ça va permettre de faire travailler les équipes et de permettre aux équipes de voir les problèmes qui leur arrivent, de les traiter, mais pas n'importe quel problème. Les problèmes qui sont vraiment les bons problèmes à traiter pour faire avancer l'hôpital et améliorer la qualité des soins pour les patients. Parce que c'est pas l'idée de se regarder le nombril et dire moi j'ai un problème, je m'entends pas avec le service d'à côté. C'est pas ça le sujet. On a bien remis, et là c'est vraiment même, je crois, mis dans le projet d'établissement, l'idée que c'est le patient qui est au cœur de tout, et le problème qu'on essaye à résoudre, c'est à chaque fois comment on peut améliorer cette qualité ou ce sujet pour le patient. C'est pas mieux, c'est pas simplement être dans s'occuper de soi, mais s'occuper du patient. Et tous les outils sont faits pour créer ces discussions autour du patient et aider à les voir d'abord par la visualisation. Donc ça, c'est vraiment d'ailleurs, vous avez vu les tableaux, sur les slides de Guillaume, on voit des tableaux, on a vu des brown paper, on voit dans l'OBEA, il y a des choses écrites. Donc il y a beaucoup de visualisation pour justement voir ces problèmes ensemble et se rendre compte des problèmes qu'on est en train de causer aux patients ou aux services d'à côté. On parle d'ailleurs d'outils qui sont des protocoles relationnels parce qu'ils mettent les gens en relation autour de ces problèmes pour créer de la discussion et que ces discussions puissent avoir lieu sur les bons sujets. Donc c'est vraiment ça qui est spécifique et qui est intéressant parce que tout d'un coup ça donne des discussions, et on en parlait tout à l'heure avec Thomas qui est, je ne sais pas, dans la salle, voilà. C'est que les discussions prennent vraiment une autre tournure et elles deviennent vraiment de comment ensemble on peut essayer de faire quelque chose pour améliorer la situation pour le patient. Donc, et les outils sont vraiment une vraie aide pour ça. Oui, pour rebondir sur ce que dit Anne-Lise, il y a une astuce quand même qui n'est pas facile à voir. Ça c'est tout bête, hein. C'est un bête Velleda. Guillaume en a mis dans tous les services, où les gens veulent bien. Et c'est incroyable parce que ce bête tableau nous permet de rentrer l'apprentissage dans le quotidien du travail.
la façon dont on a tous été élevés, c'est qu'on travaille et puis quand il faut apprendre quelque chose, on se met à l'extérieur du travail. C'est un moment de débrief, on va en formation, on va ailleurs. Souvent, on va ailleurs même de façon géographique. L'astuce ici, c'est que le capital humain se crée dans le cœur de l'activité. Et on voit très très bien la différence d'ailleurs entre les services qui se prêtent au jeu et ceux qui ne se prêtent pas au jeu. Parce qu'après tout, les gens sont libres. Il n'y a rien de forcé dans la démarche. Les gens sont libres de le faire ou pas le faire. Ce développement de savoir-faire par quelque chose de très très pragmatique, comme disait Guillaume. Guillaume le rappelle toujours, ne nous parlez pas de vos problèmes avec la DSI et l'informatique qu'il souhaite qu'on fasse. Revenons à qu'est-ce qui s'est passé avec le dernier patient, la famille était là, ça s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on revient à des choses très 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 pragmatiques. Et donc ça a l'air de rien. Pour les gens intelligents, ça paraît trop bête, c'est trop bas de plafond. En fait, il faut voir ce que ça fait, ce qui est vraiment génial, c'est que ça met l'apprentissage dans le courant du travail. Et là, quand on arrive à faire ça, on change vraiment quelque chose. Peut-être une question, c'est comment vous travaillez tous les trois? Parce que vous êtes quand même une Très alliance mal. assez... Non. Il me torture régulièrement. Mais concrètement, la division, comment elle se fait? Parce que vous êtes là d'abord régulièrement sur l'établissement, parce que j'imagine que pour vous qui venez... Le moins possible. Non, mais pour vous qui venez de l'extérieur, j'imagine que vous avez besoin de comprendre aussi comment ça se passe, toutes les règles. Ça doit être quand même, comme on dit, un ticket d'entrée. Non, pas du tout. C'est lui qui doit... Non, c'est Guillaume qui doit comprendre. En fait, Mickaël est mon formateur. Donc, pour répondre vraiment, on passe ensemble une journée par mois sur le terrain. Donc, en général, on scinde la journée moitié entre services de soins, moitié entre services support, mais ça dépend des fois. Donc, une journée par mois ensemble sur le terrain et en dehors, entre ces journées, on échange assez régulièrement pour construire le système. C'est-à-dire que ce truc-là, c'est compliqué pour les équipes qui pensent que je suis là pour elles. Alors qu'en fait, je ne parle qu'à Guillaume. Donc en fait, ils voient un truc devant eux et ils pensent que je suis là pour les former l'hôpital ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est une discussion. Donc en fait, on est en train en permanence faire évoluer ça. Mais le truc, c'est qu'évidemment, là, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail, mais ça se construit au fur et à mesure. Donc à chaque fois, et encore, il n'y a pas tout sur la diapositive, à chaque fois qu'on lance quelque chose, et c'est là qu'Annelise est une aide précieuse, parce que quand on lance des Kaizen, c'est-à-dire des ateliers de co-construction avec plusieurs équipes, il y a quand même une petite technicité, un petit savoir-faire. Quand on lance une communauté de pratique, pareil, c'est pas très compliqué, mais il faut savoir l'animer pour qu'elle soit vraiment productive. Et donc, Annelise, depuis le début, a été là à toutes les étapes à chaque fois qu'on a rajouté une ligne ou une case dans ce système, on s'appuie beaucoup. Et puis après, on échange régulièrement tous les trois pour faire évoluer ça, parce qu'en fait, on est en permanence en train de s'interroger sur qu'est-ce qu'il faut consolider, qu'est-ce qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau, etc. Pour finir, on saurait rien faire sans Louise, qui, pour répondre à ta question, en fait, tient le calendrier de tout ça. En fait. Ouais, d'accord. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, parce que c'est quand même le but de ces séminaires, d'être un peu poil à gratter, pas par rapport à vous, je vous rassure, mais au fond, vous êtes quand même très internalisé sur une relation d'assez long terme, mais donc les cabinets de conseil, ça sert à rien. Rien. Les interventions des cabinets de conseil dans les hôpitaux pour ces sujets. Ça a dépensé de l'argent. Ça, c'est clair comme réponse. En fait, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils peuvent réagir, parce que il y a peut-être des cabinets de conseil dans la salle. Je dirais que c'est pas la même finalité, en fait. C'est-à-dire que je savais pas du tout, en me lançant là-dedans, je savais pas du tout que j'allais construire ça. En revanche, le seul truc que je savais, c'était que je voulais travailler sur la culture managériale, c'est-à-dire vraiment sur la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Et tu as déjà fait à Lyon, d'ailleurs. Et alors, j'avais quand même je venais pas totalement de nulle part. J'avais tenté quelque chose à Lyon un peu du même tonneau. Et effectivement, le seul recours à des supports extérieurs, c'était pour des besoins de formation. Mais et en fait, je suis assez convaincu de ça. C'est-à-dire, si on veut durablement permettre aux gens en fait, on essaie aussi de se construire leur propre parcours dans cette amélioration continue. Et ça, c'est un investissement qui se fait forcément sur la durée, qui se fait forcément avec les gens qui sont là.
Donc, bien sûr, un apport extérieur. Bon, on a fait aussi des formations. C'est vrai qu'on n'en fait plus beaucoup des formations maintenant parce que les gens sont habitués au truc. Mais en fait, si on veut travailler sur la matière humaine, il faut travailler avec eux. Hein. Il y a une deuxième astuce. C'est une maladie des structures françaises. On part du principe, Guillaume l'a très bien dit, que les organisations sont faites pour marcher. Enfin, les gens ne sont pas idiots. Une entreprise ou un hôpital, ça s'est fait de façon, par un cumul d'expériences, c'est fait pour fonctionner. Après, la difficulté, c'est que le rôle du management, c'est l'empêcher de fonctionner. Chaque restructuration vous coûte une fortune, vous coûte 3 ans sur les patients. Chaque intervention, chaque changement de SI. Oui, le management dont je parlais en introduction, c'est management un peu de la technostructure. Quoi. Notre culture entrepreneuriale, ce que tu connais très bien, verticale, autoritaire et technocratique, est faite pour empêcher cette machine qui fonctionne assez bien quand les gens sont sympas et se mettent d'accord. Il ne se passe pas grand-chose, ça marche très bien. Donc pourquoi est-ce que ces interventions extérieures ne marchent pas? Parce qu'on ne résout pas les problèmes de la bureaucratie par plus de bureaucratie. On fait fonctionner la bureaucratie. Voilà. Et quand Guillaume dit qu'on ne change rien, ce n'est pas tout à fait vrai. On va rééquilibrer les budgets. On va faire des modifications de territoire. Vous voyez, c'est très très marginal, mais ça se fait à l'usage. Mais donc quand je dis rien, c'est pire que rien. C'est parce qu'en fait, toute intervention qui est là pour restructurer fait juste que vous avez... je sais pas pourquoi, c'est pas controversé, vous en avez tous l'expérience. Non, on fait une restructuration, tout s'arrête de marcher, les chefs regardent qui a quoi, et le patient passe à la trappe. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je dis rien de très extraordinaire. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle, là, une ou deux, et puis après on passera à Olivier et Philippe. C'est toi qui as lancé le sujet. Bah oui, non, mais c'est le but. Hein, c'est là où les consultants vont vouloir parler. Oui. Stéphane Yévin, je suis dans l'hospitalisation privée. Juste deux remarques. Alors, je trouve extraordinaire le concours de circonstances qu'aujourd'hui on discute de lean management et d'efficience, alors que vient d'être votée une proposition de loi qui va nous mettre de superbes normes de personnel par patient avec des ratios vachement bien pensés. Mais on va faire avec. Ça peut être un sujet de discussion. Pardon, plus pragmatique. Je trouve que c'est extraordinaire, évidemment, et très important l'expérience d'échange vertical. Moi, dans mon expérience longue de direction d'établissement, l'échange latéral, il est fantastique. Et j'ai eu plusieurs établissements où on jouait à vie ma vie. Et tu prends une infirmière de bloc, tu la mets dans un étage, elle découvre un nouveau monde. Et tu fais l'inverse, tu prends une infirmière d'étage, tu la mets au bloc, tu prends un technicien, tu vas lui faire du brancardage, etc. etc. C'est un élément extraordinaire de compréhension des sujets. Et je pense qu'au-delà de la méthode qu'on apporte, et qui est évidemment superbe, enfin, rien à dire, et le rôle, c'est d'amener la méthode. Après, le fait que les gens échangent et qu'en plus, ils aient un peu vécu la vie des uns et des autres, ils comprennent ça beaucoup mieux. Petit partage d'expérience, mais c'était extraordinaire en termes d'efficacité sur la suite des travaux qu'on peut faire dans tout ce genre d'atelier. Je sais, c'est pas vraiment une question, mais oui, le vie ma vie est une modalité effectivement de partage. La plupart du temps, dans les communautés de pratique et même dans les Kaizen, hein, les Kaizen, on dit toujours qu'on va essayer d'améliorer un processus, etc. En fait, le vrai truc qui se passe, c'est que les gens comprennent mieux les contraintes des uns des autres. En réalité, c'est ça. Hein. Et déjà, c'est pas mal, en fait. Le truc qui se voit, c'est qu'on est quand même très prudent. Alors, c'est assez curieux avec la taille de la démarche de Cabannet-Guillaume et ce qu'il a réussi à faire quand on le voit. Mais en fait, on est quand même très prudent. On est très prudent. À nouveau, c'est de la participation volontaire. Parfois volontaire un peu appuyé, mais ça reste volontaire. Et on est très prudent sur ce qui déstructure les rôles et les gens, etc. Donc, il y a beaucoup de communautés de pratique dont s'occupe Annelise. Il y a beaucoup d'échanges. Mais par contre, on respecte la bureaucratie se respecte, vous voyez ce que je veux dire? On essaie de la faire marcher, on en connaît ses travers par cœur, mais on respecte ce qu'elle apporte aussi de positif et de structurant. Donc on est un peu prudent sur les trucs un peu qui poussent les gens plus... C'est une gestion de la zone de confort des gens. On veut les pousser hors de leur zone de confort, ce qu'on fait clairement, mais pas trop loin. Et comme on ne sait pas ce qu'on fait, il faut le découvrir. Il y a deux autres questions, mais...
Souvent, je dis aux équipes, que ce soit au niveau des équipes ou au niveau même des communautés de pratique, n'essayez pas de sortir à tout prix de ça avec une to-do list. En fait, c'est pas ça le sujet. En réalité, il se passe autre chose. Et quand les gens ont mieux compris ce qui se passe, franchement, leurs décisions sont meilleures parce que les gens sont pas bêtes. Donc ça va. Et vraiment comprendre les contraintes des uns, comprendre mieux ce qui nous arrive. Parfois, il n'y a pas de décision à la fin. C'est juste on a mieux compris. Et après, miraculeusement, ça va mieux fonctionner. Monsieur. Alors, il y avait une question. Oui, merci en fait. Moi, j'ai été médecin hospitalier, je suis à la retraite et je connais toutes les histoires de changement, de brancardage et autres, puisqu'effectivement, il faut faire, et surtout dans la discipline médico-chirurgicale. Donc, la question que je me suis posée en vous écoutant, parce qu'au fond, c'est amener du dialogue dans le groupe, faire en sorte que l'échange, c'est au fond, vous avez deux personnes qui vous regardent faire vous. C'est très un groupe balinte pour directeur d'hôpital. Comme nous, les médecins, on peut avoir les groupes balintes pour observer nos pratiques. Mais au fond, je n'ai pas vu ni le patient, ni le professionnel dans votre livre comme co-signataire. Donc ça, c'est une question que je me pose. Et puis, derrière ça, il y a toute la question, effectivement, au fond, de quel point de vue vous parlez en tant que sociologue, anthropologue. Quel est, par rapport à un consultant, qui êtes-vous, les deux, qui conseillez le directeur? Ça m'intéresse, parce que j'ai toujours pensé que la socio-anthropologie de l'hôpital était fabuleuse, qu'il fallait la comprendre, et si on ne la prenait pas en compte, c'était foutu. Je suis docteur en sciences de la connaissance et sciences sociales. Je crois que c'est ce qui a marqué sur le diplôme, mais je ne l'ai pas regardé depuis longtemps. Mais vous avez beaucoup l'habitude, Michael, de travailler avec des responsables, des managers dans tous les secteurs. Mais donc dans la modalité de travail... Enfin, si, pardon, les clients, puisque vous dites que le patient est au milieu. Les secrets qu'on avoue, je travaille avec les services de soins depuis que je suis tout gamin, depuis 1994 en fait. J'ai mené des démarches avec à l'époque c'était les infirmières générales. J'ai écrit mon premier bouquin sur les services de soins dans la fin des années 90. Et en fait, ça ne vient pas de nulle part. Donc, passer beaucoup de temps... Alors, pour le coup, on n'a pas tout à fait la même perspective, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps avec les services de soins. Je suis sociologue aussi, de formation, entre autres. Ça me rassure. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus parce que forcément, en 20 minutes, on résume beaucoup, mais la parole du patient a beaucoup de place dans la méthode. Moi, c'est un des deux objectifs. Hein. Je fais des gembas pour aller parler aux patients. D'ailleurs, les patients me parlent assez spontanément quand je vais dans les unités de soins, même si même si je ne vais pas forcément les voir, ils m'adressent assez fréquemment la parole. Je commence tous les comités de direction toutes les semaines par la parole d'un patient, toujours. Donc, par ailleurs, il y a un certain nombre d'autres choses qu'on fait avec les patients. Enfin, en tout cas, ils sont très présents dans la démarche. Effectivement, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus. Quand je disais que Guillaume est sympa, c'est pas que sympa. Il y a quelque chose dont il n'a pas parlé parce qu'il est humble. Mais pour répondre à votre question, c'est l'orientation. C'est-à-dire, cette démarche avec ces outils permet à Guillaume d'apporter une orientation. Et l'orientation qu'il apporte, c'est deux choses. C'est améliorer la qualité des soins et faciliter le travail des soignants. Et donc, le bout de la flèche, là, c'est que ça oriente tout le reste, en fait. Ce qui est affiché dans l'obéa de direction et que je répète à peu près 50 fois par jour, c'est effectivement notre objectif est de faciliter la vie des soignants pour qu'ils puissent prendre mieux en charge les patients. C'est une excellente transition. On va avoir l'avis d'un autre médecin, Olivier Clarisse, pour avoir le point de vue. Non, parce que j'essaye de gérer, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est que j'essaye de donner une sorte de légèreté entre discussion, intervention des discutants. Et Olivier, si tu as la gentillesse maintenant de venir et de nous dire un peu ton point de vue en tant que médecin, et puis aussi quand même pas du tout vierge de connaissances sur le management, justement. Alors, merci beaucoup de me donner la possibilité de parler. Donc, je préciserai d'abord que Guillaume Couillard a été très bien formé aux Hospices civils de Lyon. Donc, il faut quand même rappeler un certain nombre de choses. Presque un lien d'intérêt, un lien d'intérêt, en fait. C'est vrai. Alors, plus sérieusement, d'abord, on a parlé tout à l'heure d'hôpital-entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? C'est une structure où un certain nombre de personnes travaillent pour produire un bien.
La santé est un bien, donc moi, j'ai pas peur de dire que l'hôpital est une entreprise. Ça ne se gère pas comme n'importe quelle entreprise, mais ce n'est pas choquant de dire que l'hôpital est une entreprise. Ça, c'est un petit détail. Le deuxième point, dans le fonctionnement de l'hôpital, qu'est-ce qui est important? Guillaume Couillard l'a rappelé, ce sont les unités de base, que ce soit une unité de soins ou une autre, qui sont la fondation de l'hôpital. À partir du moment où elles dysfonctionnent, tout l'hôpital dysfonctionne, puisque c'est la base du fonctionnement de l'hôpital. Et enfin, troisième réflexion, et ce que je dis dans les formations auxquelles je participe sur le management notamment, à l'hôpital, tout le monde est là pour le patient. Et donc, je n'ai pas peur de dire que je considère les directeurs comme des soignants, comme les autres. Ils ne soignent pas auprès, mais ils sont là pour le patient. Donc, le premier élément de base de l'hôpital, c'est le patient. Autour de lui, il y a un premier cercle. Ce sont les soignants directs, les médecins, les infirmières, les sages-femmes, etc. Pour fonctionner, ces soignants directs, ils ont besoin de logistique, ils ont besoin d'un laboratoire, ils ont besoin d'une pharmacie, ils ont besoin d'une radiologie, ils ont besoin de brancardage. Donc c'est tout ce qu'on appelle dans le deuxième cercle les services supports. Ce n'est pas du tout dédaigneux ou méprisant, c'est juste une réalité. Si les soignants n'ont pas ça, ils ne peuvent pas travailler. Et le dernier cercle, c'est au sens large l'administration qui gère les organisations pour le bon fonctionnement du patient. Et donc ça revient quasiment à vos 3 boucles d'apprentissage, grosso modo. Donc moi, je me retrouve tout à fait dans ce fonctionnement. Et donc, une des premières à parler des irritants du quotidien, c'était Madame Buzyn, en 2017. Là, je viens de voir que dans une dépêche APM d'aujourd'hui, qu'Yannick Noder souhaite une loi de transformation ou d'amélioration de la santé, et il dit « je veux qu'on me décrive les irritants du quotidien ». Qu'est-ce que c'est que l'irritant du quotidien pour le praticien de base ou l'infirmière de base? C'est le pouce-seringue qui n'est pas remplacé depuis 15 jours. C'est le robinet qui fuit, on ne veut pas écouter ça. On attend 3 jours, résultat, le plafond de la chambre d'en bas s'effondre et il y a 2 chambres qui sont neutralisées. C'est la climatisation qui ne fonctionne pas correctement, etc., etc. Et là, il n'y a pas besoin d'un directeur d'hôpital pour régler ça. Je ne vais pas téléphoner au directeur de l'hôpital pour lui dire que j'ai un robinet qui fuit. Il va me dire... va te faire voir. En même temps, si vous ne l'appelez pas, est-ce que le robinet est réparé? Eh bien, justement, le problème, c'est que si on ne l'appelle pas, le robinet peut ne pas être réparé. Mais ce n'est pas normal que le directeur s'occupe du robinet de M. Tartampion. Où est la solution? Parce que là, la solution, c'est exactement... C'est l'hôpital apprenant. C'est-à-dire, au sein d'une équipe, résoudre les problèmes et pouvoir se parler entre professionnels. Vie ma vie, c'est très bien. Nous, on l'a expérimenté aux hospices de Lyon. En termes de gouvernance, justement, parce que ça veut dire que les hiérarchies sont un peu inversées par rapport à une vision peut-être un peu naïve, mais qui est très verticale. On dit souvent que historiquement, c'est très vertical à l'hôpital. Mais là, avec ce que vous dites, c'est aussi une remise en cause de cette verticalité de la hiérarchie. Bien sûr. Parce que je pense qu'il faut faire confiance aux acteurs de terrain qui connaissent le mieux ce... Alors, on peut avoir des... Oui, bien sûr. Il n'y a pas de remise en cause de la verticalité. Un directeur est là pour être un directeur, et plus le directeur a de l'autorité, mieux ça marche. Il y a une remise en cause de ce qu'il fait, c'est-à-dire le contrôle unilatéral par rapport à la résolution de problèmes collaboratifs. Il y a une remise en cause de l'intention. Donc, franchement, on ne peut pas dire que Guillaume manque d'autorité. C'est pas le sujet. La question n'est pas de l'autorité, c'est très utile l'autorité. C'est pour faire quoi? Et dans ce qu'on discute dans le livre, c'est est-ce que c'est pour imposer son contrôle unilatéral sur la solution en disant je veux que les choses soient comme ça, elles seront comme ça, ou est-ce que c'est pour amener les gens à une résolution? Juste pour vous redonner la parole, c'est parce que j'ai le sentiment, et ça va dans ce que tu dis, c'est que historiquement on a quand même le système où c'est très vertical au sens où ça monte du bas vers le haut, et puis le haut donne des injonctions vers le bas. Mais par contre, ce qui remonte souvent n'est pas très entendu, ça se perd dans les sphères. Or là, dans le modèle qui est proposé, par exemple, la maintenance et la logistique se met complètement au service de ces problèmes du quotidien, c'est-à-dire le robinet, etc. Donc c'est quand même une inversion dans ce sens où les directions opérationnelles et fonctionnelles se mettent au service d'eux et notamment des unités de soins. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mais ils y sont. On les met à leur bonne place, en réalité, on les met à leur bonne place. Peut-être chez vous. Non, à nouveau, ils y sont si on le laissait fonctionner comme ça devrait fonctionner. Ce qui se passe, c'est que quand on a un directeur qui décide que c'est l'UBI qui va être imposé et non pas mettre les gens ensemble pour résoudre les problèmes, c'est une question d'orientation de la personne. La structure, elle fonctionne, les services, moi j'ai jamais vu un lobby. Les services supports sont évidemment au soutien des soignants. Ils le sont mal, parce qu'on fait des bêtises, oui. Mais j'ai pas de raison de remettre en cause
ou de penser, d'ailleurs j'ai jamais pensé, que les services supports sont à leur service et pas au service des patients. Et au service des soignants, ils le sont. Après, toute l'astuce, c'est de convaincre les gens d'arrêter avec leurs injonctions unilatérales et de faire un truc qui est technique, en fait. Ce que fait Guillaume, de la résolution de problèmes collaboratifs. C'est un savoir-faire, il n'y a pas de... C'est pas mystérieux, hein, c'est même pas un truc éthique. Hein. C'est qu'on leur apprend à le faire. Je pense qu'il y a une peur de voir des gens déborder sur le territoire des autres. Or, en fait, c'est pas ça. Moi, je suis un grand défenseur du lean management quand on comprend ce que veut dire lean management. Il y a eu un contresens sur ce terme. On voyait Toyota chronométré, combien de temps tu fais. C'est pas ça le lean management. Dans notre service... Oui, mais peut-être. Dans notre service, on avait un tableau Velleda et on avait ce qu'on appelle tous les jours le point météo. Donc on prend un quart d'heure et on pose quels sont les problèmes de la journée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre? Qu'est-ce qui est prévu dans l'organisation? Est-ce que ça convient à tout le monde? Et en un quart d'heure, vous pouvez résoudre un certain nombre de problèmes. Mais il faut de la réactivité. Si un service signale un problème particulier, il doit avoir un échelon hiérarchique qui peut transmettre l'information à un service qui soit suffisamment réactif. Alors, est-ce que c'est le directeur référent de pôle? Est-ce que c'est le cadre supérieur de pôle? Peu importe. Est-ce que c'est le directeur de site? Je ne sais pas. Mais il faut que ce genre de décision du quotidien soit le plus rapide possible. Parce que ce qui pourrit la vie au quotidien, c'est juste ça. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on puisse ne pas trouver un pouce-seringue dans un délai de moins de 3 semaines. C'est juste impensable. Et ce n'est pas l'argent que ça coûte. Et j'ai très peur si on pense qu'une loi va résoudre les irritants du quotidien, mais j'attends de voir là. Non, je donne juste un exemple, parce que c'est important de... Tous les gens à leur place essayent de bien faire quand même. C'est-à-dire que, on a un hôpital qui est extrêmement multisite. D'accord ? J'ai une centaine de sites différents dans Paris. Donc évidemment, les enjeux de maintenance sont compliqués. C'est-à-dire que si il y a par exemple un radiateur cassé dans une chambre, que va faire le service de la maintenance? Le service de la maintenance, il a du mal à recruter des ouvriers qualifiés. Il y a des temps de transport importants pour aller jusqu'au site sur lequel le radiateur est cassé. Il va avoir tendance, dans un objectif de bonne utilisation de ses ressources, de dire j'attends qu'il y ait plusieurs trucs avant de déplacer mon technicien. C'est parfaitement rationnel, hein. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Sauf qu'il y a un implicite qui est quand même vachement important, c'est qu'il sous-estime beaucoup l'impact que ça a dans le service. Parce que le service, lui, il a une chambre de condamnés. Et peut-être que ça a un effet énorme sur le fonctionnement du service à ce moment-là. Sauf que si on n'organise pas un espace où ces trucs-là sont discutés, ils sont jamais discutés. Donc en fait, il serait avec ta présence, quand même, cet impact. Avec non. Parce que il y a quand même une réorientation par rapport à la logique que tu dis. Oui, c'est le boulot. C'est tout le boulot du système est de réorienter pour que ces discussions puissent se tenir. Et que chacun comprenne que... Mais il faut comprendre qu'au départ, le choix de la maintenance n'est pas débile. Hein. C'est pas un mauvais truc. Hein. C'est juste qu'il prend en compte qu'une partie des données du problème, en sous-estimant involontairement les conséquences peut-être énormes de la non-réparation du radiateur dans le service. Depuis qu'on a fait des communautés de pratique où les gens de chaque site des supports discutent avec les unités de soins, bizarrement, miraculeusement, beaucoup de problèmes se sont réglés. Juste pour des raisons comme ça. Et encore une fois, il n'y a ni d'un côté ni de l'autre une volonté de mal faire. C'est pas ça le sujet. Catherine, une question pendant que Philippe va nous rejoindre pour... Oui, c'était plutôt sur le propos d'avant. En fait, la PHP a mis en place, donc je suis Catherine Cornibert, je suis directrice générale de l'association Soins aux professionnels de la santé. La PHP a mis en place des EDT, en fait, des espaces de discussion de travail. Je voulais savoir la différence par rapport à ce que vous faites et également par rapport aux hôpitaux magnétiques aussi. Quelle est un petit peu la différence de méthodologie? Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec les EDT, mais honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas vu fonctionner, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à notre première boucle où on crée un espace où les gens du service peuvent se parler. Donc voilà, mais très honnêtement, comme je ne l'ai pas vu fonctionner, je ne peux pas vous répondre. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à ça. Et les hôpitaux magnétiques... les hôpitaux magnétiques, je ne suis pas un expert des hôpitaux magnétiques, mais si un hôpital magnétique est un hôpital qui offre les meilleures conditions de travail aux soignants, alors oui, on essaye de l'être. Oui. Il y a quelque chose dans ce que disait Étienne qui est passé un peu sous silence.
Est-ce que ça nécessite la présence de Guillaume? Oui, mais pas au moment de la décision. Donc c'est ces fameux trucs mystérieux de Gemba et c'est ces visites que Guillaume fait. En anglais on dit eyes on, hands off. Oui, ça nécessite une présence sur le terrain, de développement collectif de sens, de créer du sens. Oui, ça oui. Donc ça on ne peut pas faire sans. Par contre, par rapport à la discussion qui se passait tout à l'heure, on va éloigner le plus possible Guillaume des décisions du quotidien. Il faut que ça tourne sans lui. Mais ça, c'est homéopathique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est homéopathique. Ça nécessite, à un moment donné, oui, une présence sur le terrain, parce que, évidemment, à la tête, enfin, je te laisse parce que je pense à la tête de la pyramide, c'est le rassemblement du sens doit se faire. Philippe. Eh bien, merci de l'écriture et la publication de ce livre. J'ai un problème, c'est que je suis assez largement d'accord avec le contenu du livre, et donc, pour animer une discussion, c'est pas l'idéal. Bon, d'abord, je vais peut-être rappeler très rapidement, parce que je pense qu'il est toujours intéressant de remonter aux sources historiques, de faire un peu l'historique. Donc, moi, je suis... alors, mon histoire personnelle, hein, j'ai été haut fonctionnaire, donc du mauvais côté de la barrière du point de vue de la technocratie, parce que j'étais assez haut placé dans la technocratie française, d'État. Et puis, j'ai été manager dans l'industrie. Hein, j'ai été responsable, notamment de la mise en place de projets de changement assez radicaux sur la gestion des opérations industrielles, des opérations de production, des opérations logistiques. Donc là, j'étais vraiment sur l'opérationnel. Et petit à petit, et puis ensuite, je suis parti dans le monde académique, j'ai fait de la recherche, de l'expertise, pas mal d'expertise, dans des secteurs professionnels extrêmement diversifiés, parce que je suis beaucoup intervenu dans le domaine de l'électricité nucléaire, dans le domaine de la santé. J'ai dirigé une thèse à l'hôpital de Pontoise. Je suis actuellement engagé dans un projet de recherche avec Sciences Po et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière sur la gestion de crise à l'hôpital, la création de la fonction de directeur médical de crise, de DMC, le développement des formations dans ce domaine. Donc j'ai une expérience assez diversifiée, mais notamment dans l'industrie, les services et la santé. Et au fil des années, depuis très longtemps maintenant, c'est le privilège de l'âge, hein, d'avoir des perspectives longues, je me suis intéressé à la philosophie pragmatiste. Et la philosophie pragmatiste a des liens très forts, que j'ai découverts très tardivement d'ailleurs, avec le mouvement du lean management et de la gestion par la qualité. Alors je rappelle très rapidement, la philosophie pragmatiste, c'est une pensée qui s'est développée il y a plus d'un siècle maintenant, il y a environ 120 ans, au tout début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, aux États-Unis. Et c'était des philosophes, des intellectuels, des juristes, des sociologues. La sociologie n'existait pas encore vraiment en tant que discipline, mais c'était les pionniers de la sociologie, qui ont développé une pensée dans laquelle ils se sont révoltés contre la philosophie européenne, qui leur paraissait trop coupée de la réalité. Et donc ils ont développé toute une démarche intellectuelle dans laquelle je signalerai juste 2-3 points forts. On n'a pas le temps de faire une conférence de philosophie ce soir, et puis ce n'est pas le sujet. Mais parmi leurs idées clés, il y a l'idée selon laquelle on ne peut pas séparer la pensée et l'action. Qu'on pense en faisant et qu'on apprend en faisant, et que quand on agit de manière consciente et humaine, je dirais, si on n'est pas complètement robotisé, eh bien, forcément, quand on agit, on a toujours un certain quantum de réflexion. Même si on est dans une action très routinière, il y a toujours des aspects d'adaptation, etc. Donc, il y a une intelligence intrinsèque de l'action. D'où l'importance de prêter une écoute attentive aux gens qui sont les acteurs, notamment, alors là, je vais faire un peu la transition avec le lean management, notamment dans les entreprises, dans les organisations en général, les acteurs de terrain, hein, qui sont en première ligne dans l'action et dans l'accumulation d'expériences. Donc le pragmatisme, c'est aussi une philosophie qui développe un concept qui joue un rôle central dans cette pensée, c'est le concept d'enquête. Et l'enquête, c'est quoi ? Je dirais que c'est la traduction de l'idée précédente, c'est-à-dire l'action est intelligente. Et donc l'action intelligente est dans une démarche d'exploration des situations, pour essayer de comprendre ce qui se passe,
Et quand il se passe des choses qui ne correspondent pas à ce que l'on voudrait faire, de recherche de solutions, je dirais avant même de résolution de problèmes, c'est peut-être un des points sur lesquels je vous titillerez, c'est que le terme résolution de problème, il est important, mais il me semble trop récurrent, parce que je pense qu'il peut prêter confusion avec des démarches beaucoup plus rationalistes, comme celle du cognitivisme, de Herbert Simon, etc., qui sont centrées sur la résolution de problèmes et qui font l'hypothèse selon laquelle la vie se donne sous la forme de problèmes. Et donc, pour les pragmatistes, l'étape essentielle, c'est la définition des problèmes. C'est l'identification et la définition des problèmes. Et c'est à ça que sert l'enquête. On est dans une situation dans laquelle on ne sait pas très bien, je dirais une situation un peu chaotique, un peu confuse ou très confuse, et on ne sait pas quel est le problème. Et donc, la phase peut-être la plus critique de l'enquête, et on retrouve ça, moi j'ai trouvé ça dans la thèse que j'ai dirigée à l'hôpital de Pontoise, c'est que le service de cardiologie de l'hôpital de Pontoise voulait développer une activité de prise en charge des insuffisants cardiaques chroniques en externe, sans nécessairement, en ambulatoire, sans nécessairement hospitaliser les gens, mais qui devait être un service de traitement de l'insuffisance cardiaque chronique multidisciplinaire, dans lequel on associe la médecine de ville, les spécialistes d'hygiène de vie, les kinésithérapeutes, etc. etc. Bon. Mais pour développer cette activité, il leur fallait montrer patte blanche auprès du ministère de la Santé. Et en particulier montrer qu'ils étaient économiquement performants. Il n'était pas question d'investir, de donner des subventions à un hôpital pour créer une activité nouvelle si dans le traitement existant de l'insuffisance cardiaque chronique, il n'avait pas montré son efficacité. Et manque de chance, l'hôpital de Pontoise avait un coût moyen dans la tarification à l'activité et le calcul des coûts par groupe homogène de patients, etc. Il avait un coût supérieur à la moyenne nationale. Et donc, c'était un problème. Et la première analyse des cardiologues de l'hôpital a été de dire, mais en fait, c'est parce que nous sommes à l'avant-garde dans les technologies de diagnostic. Nous utilisons des technologies qui, à l'époque, c'était il y a 12 ans à peu près, de butamine, etc. Des technologies qui, à l'époque, étaient plutôt d'avant-garde dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque chronique, qui étaient très efficaces médicalement, mais très coûteuses. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes plus chers que la moyenne nationale. Mais comme les médecins sont quand même, je dis quand même, je ne devrais pas dire quand même, des scientifiques, ils ont une démarche scientifique et donc ils ont voulu vérifier cette hypothèse. Et là, on est dans la logique de l'enquête. Définition du problème. Est-ce que le problème, c'est vraiment celui-là ? Et donc, il se trouvait qu'ils avaient un échantillon de patients insuffisants cardiaques chroniques qui étaient hospitalisés dans d'autres services que la cardiologie et qui donc ne bénéficiaient pas de ces technologies de diagnostic d'avant-garde. Et donc, logiquement, si l'hypothèse était vérifiée, le coût moyen pour ces patients devait être inférieur au coût moyen des patients qui étaient en cardiologie. Et bon, ils avaient tous les dispositifs de mesure des coûts, de suivi statistique, etc. Et ils ont vérifié l'hypothèse, et manque de chance, ou peut-être chance, l'hypothèse n'a pas été vérifiée. C'était les patients qui étaient hors service de cardiologie qui plombaient le coût moyen du traitement. Bon, c'est pour vous dire que dans cette démarche d'enquête, qui est une démarche tâtonnante, on n'est jamais sûr d'avoir raison, on n'est jamais sûr de ne pas se tromper, d'où l'importance de l'expérimentation, de la démarche expérimentale. Je trouve que ça ressemble énormément, ce que vous racontez, à ce qu'on appelle les 4C dans notre livre, qui n'est pas avec les 4C, donc chercher, se confronter, cadrer et co-construire. Et donc on part bien de déjà, soyons clairs sur le problème. Sur le problème, tout à fait. Avant même de passer à sa résolution, donc ça fait vraiment écho. D'ailleurs, il y a plein de choses dans votre livre qui font écho à mon expérience et à l'approche pragmatiste. Alors je disais que c'était très lié à Olin parce qu'il s'est trouvé, et là je finis mon histoire, qu'au début du XXe siècle, il y a un jeune mathématicien statisticien qui est nommé chez Bell Telephone pour créer une fonction qualité. Je pense qu'il a été le premier directeur de la qualité de la fiabilité de l'histoire chez Bell Telephone. Et il se trouve que c'était un passionné de philosophie, et en particulier un passionné de la philosophie pragmatiste. Et donc il s'inspire de la théorie de l'enquête pragmatiste
pour inventer le contrôle statistique de processus chez Bell. Puis il prend des stagiaires qui s'appellent Deming et Juran, qui seront ensuite les fondateurs pratiquement du mouvement de management par la qualité au niveau mondial, et qui sont à l'origine donc d'un certain nombre de méthodes, d'outils, comme la boucle du progrès continu, etc. Bon. Voilà, alors c'est pour vous dire qu'il y a une filiation de la philosophie pragmatiste. Je peux reprendre un truc. Il n'y a pas de Lean à l'hôpital Prudent. Hein. Oui, non, mais ça, je sais ce que c'est que le Lean, j'en fais par ailleurs. En l'occurrence, on n'en a pas fait. Là. Il y a quand même des points communs. Il y a quand même des points communs. Il y a un certain nombre de sources d'inspiration communes, notamment cette doctrine sous-jacente, qui n'est pas formulée en tant que telle, de l'enquête. Dont le côté, moi, ce que j'ai trouvé comme forte affinité, c'est l'importance de l'expérimentation, l'importance de l'expérience, et donc du retour d'expérience, l'importance de l'écoute des acteurs porteurs d'expérience, la continuité de la démarche dans le temps, c'est-à-dire on n'est pas sur une démarche discontinue avec des moments où on réfléchit et des moments où on met en œuvre. Il y a et les pragmatistes insistent beaucoup sur la continuité de l'expérience humaine en tant qu'apprentissage. Le flux de conscience. Oui. D'ailleurs, le flux de conscience s'inspire de William James, l'un des philosophes pragmatistes. Le fait, alors ils insistent beaucoup sur le fait de ne pas planifier les ressources au plus juste. L'importance, ils n'utilisent pas le mot, mais l'importance qu'il y ait un peu de slack, un peu de mou dans l'organisation. Ça, je ne suis pas sûr que dans le système hospitalier français, ce soit une idée largement répandue, parce que, et ça a été repris par des pionniers de la gestion par la qualité, du progrès continu, du Kaizen, etc., c'est de dire, attention, si vous êtes aussi sur la gestion de risque, si vous êtes dans un système en tension avec des capacités utilisées à 100%... Au-delà de 80%, tout s'arrête. Voilà. Au-delà de 80%, tôt ou tard, le système sombre dans le chaos. Et c'est ce que dit Ono, je pense, et notamment au Japon. Mais c'est évident, donc l'importance du slack. Alors maintenant, j'en viens au petit côté... essayer de titiller les auteurs du livre, enfin, quand même. Mais je ne vais pas être très, très fortement critique. Alors moi, ce qui m'a attiré l'attention quand même, c'est le côté... Alors c'est peut-être lié à la représentation diagrammatique des choses, les trois boucles, etc. C'est qu'on a quand même l'impression que vous avez une vision des choses qui est assez stratifiée en fonction d'une vision hiérarchique, non pas au sens hiérarchie organisationnelle, mais au sens hiérarchie logique. C'est-à-dire il y a des problèmes qui sont des problèmes assez locaux, de court terme, et qu'on peut résoudre sur une échelle limitée et sur un horizon de temps assez proche, puis à un niveau intermédiaire, puis à un niveau stratégique qui prend en charge des problèmes plus globaux et des problèmes de plus long terme. Là, je pense que dans mon expérience de l'industrie, d'une part, et l'inspiration de la philosophie pragmatiste d'autre part, on peut en discuter. C'est-à-dire, je pense que très souvent, quand on cherche à résoudre des problèmes locaux qui sont aussi souvent des problèmes apparemment de court terme, on se heurte à des problèmes qui sont des problèmes de nature beaucoup plus structurelle et de plus long terme. Et que cette stratification par niveau, à mon avis, est très difficile à tenir. Mais donc c'est une question que je vous poserai. Est-ce que vous arrivez à la tenir et comment vous faites pour éviter les difficultés de transfert, je dirais, d'un type de problème à un autre? Il y a, évidemment, c'est difficile de le représenter, mais tout ça est dynamique. Donc, oui, quand on examine, entre guillemets, un petit problème qu'on voit dans la première boucle, parfois, il arrive qu'on tombe sur quelque chose qui monte dans la boucle du dessus ou dans la boucle encore au-dessus. Pas à tous les coups quand même, heureusement. À chaque fois qu'on voit un petit problème dans un service, on ne déclenche pas une task force pour traiter un énorme problème. Donc c'est pas à tous les coups. Mais oui, tout ça n'est pas figé, il y a des allers-retours, tout ça n'est pas étanche. Il n'y a pas d'étanchéité. D'ailleurs, il y a même une mécanique qui se fait assez naturellement. C'est-à-dire que quand, dans le tableau 5 colonnes dont on a parlé, une même thématique revient de façon régulière, bien souvent, c'est qu'il se passe quelque chose de plus compliqué
que simplement le fonctionnement du service. Et donc en général, on escalade au moins d'un cran, parfois de deux. Donc tout ça, il y a une dynamique. Et Guillaume, il y a une technique quand même qui est l'hélicoptère. Donc il y a une technique dedans qu'on apprend au directeur, qui est l'hélicoptère, c'est le zoom out et le zoom in. Donc on passe notre temps à aller toujours... Moi j'ai appris beaucoup de ces choses-là de mon père, et il me perdait dans le niveau de détail dans lequel il voyait les choses. Et après, dans la voiture, il me racontait la vision stratégique que je n'avais pas compris non plus. Donc il y a, pour répondre très précisément à ce truc, dans notre fameuse résolution de problèmes collaboratifs, il y a des techniques, c'est des gestes techniques dont, et pour le coup, Guillaume est très fort à ça, Benjamin aussi d'ailleurs, de savoir descendre loin, vraiment de s'intéresser aux détails. Là où on rencontre les gens, en fait, là où les gens vont vous parler. Et après, quand on en discute, généralement, nous, on dit « Oh là là, à quoi ça connecte ?» Alors, je rebondirai bien volontiers là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, je soupçonnais que ça fonctionnait comme ça. Ça peut fonctionner comme ça parce que le directeur est fortement engagé dans l'opération. Si on est dans une structure dans laquelle les dirigeants sont pas vraiment, soit ne se sont pas intéressés au sujet, ce qui peut souvent arriver, soit sont carrément réticents par rapport à ce genre de démarche, l'escalade, vous avez employé le mot escalade, l'escalade risque de rester à mi-hauteur. Oui, alors là, c'est même pas l'escalade. C'est-à-dire qu'en fait, rien de tout ça ne fonctionne si le directeur ne s'intéresse pas un minimum à la façon dont ça fonctionne. Mais une fois qu'ils auront lu le livre. Donc, non, mais ça, c'est clair. Hein. Mais ça m'amène à oui, il faut s'intéresser à la façon dont ça fonctionne. Si on s'y intéresse mais pas, ça m'amène à suggérer qu'il serait intéressant, parce que ce que décrit l'hélicoptère, là, c'est une boucle verticale, en fait. Hein. Là, on a des boucles plutôt horizontales. Et en lisant le bouquin, je me suis dit, il doit y avoir aussi des boucles verticales. On l'a pas mis dans le livre, ça? On l'a, l'hélicoptère. Je ne sais plus si on a parlé de l'hélicoptère. Mais... En tout cas, c'était pas dans la présentation. Merci, Étienne. Troisième paragraphe. Il y en a un qui a lu le livre. C'est bien. Donc, c'est intéressant. Il serait intéressant d'insister aussi sur cet aspect des boucles verticales, hein, parce que je pense que sans les au boucles passage, si je verticales, puis me permettre, parce que moi, mon rôle, c'est de mettre toujours les pieds dans le plat. Ça pose quand même une question de formation des managers hospitaliers. Ah bon? Tu crois? Quel est votre avis là-dessus? Ouais, mais enfin, j'ai présenté Michael comme mon formateur d'ailleurs. Je sais pas si tu... Ouais. C'est la formation continue. On a parlé de développement des personnes et de formation continue, mais ça, c'est d'abord et avant tout, ça concerne d'abord et avant tout le directeur. Hein. D'accord. Tu peux réagir, François? Tu me permets? Oui, juste parce que c'est... Oui, d'abord c'est passionnant et bravo pour ce livre et puis vos réflexions et le débat. Je voudrais revenir sur les patients. Les patients, vous savez, ils entrent dans un lieu, l'odeur est différente, on les habille en un tissé, ils quittent leur monde, ils arrivent dans un espace, ils sont comme une pieuvre, c'est-à-dire que tous leurs sens sont en éveil. Or, les patients, quand on les interroge, d'autant plus que dans la hiérarchie ce soit élevé, les patients ne parlent pas des réalités bien souvent. D'ailleurs, certains patients disent « moi, j'ai pas trop dit parce que j'avais peur qu'on me foute dehors. Bon, j'ai pas dit ça, qu'on faisait le ménage en rond dans ma chambre carrée. J'ai pas dit que, il se lavait pas les mains. J'ai pas dit que... On me disait « Non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'infirmière de nuit. Moi, je peux pas parce que je m'en veux pas, etc. » Donc, les patients, en fait, l'expressivité des patients, elle est très difficile, en fait, à analyser. Et ce qui montre bien que combien c'est difficile, vos tâches sont difficiles et vos réflexions tout à fait exemplaires et étonnantes. Je voudrais revenir sur ce que disait César dans la guerre des Gaules, parce que les soldats romains portaient un pieu, portaient de la nourriture, portaient leurs armes, etc. Ils étaient multitâches. Et César leur écrit en latin, mais je ne vais pas le dire en latin. Voilà, vous avez la responsabilité de tout ce que vous devez accomplir, y compris construire la tour quand on arrive dans la vallée, la tour de guet, y compris faire le repas, etc., etc. Et la responsabilité. Et j'en arrive au chariot. Le chariot d'urgence dont vous avez parlé, et là vraiment je vous en remercie parce que c'est très pathognomonique à mon sens, cette boîte. Cette fameuse boîte jaune dont vous parlez, en effet, elle présente des risques quand elle est archi-pleine. Heureusement, c'est pas comme les avions quand les fautes s'accumulent, l'hôpital ne tombe pas.
Ils continuent d'élaborer des traitements bien utiles. Mais c'est un symptôme. Moi, je le classerais plutôt comme un symptôme. Et on sait les conséquences de cela, hein, les surinfections, les infections nosocomiales, l'infirmière, le médecin qui se pique, etc. etc. Et je me demande, c'est une question, pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème de responsabilité ? C'est-à-dire de dire, bon, c'est pas moi, c'est l'autre, ce que disent les patients. Les patients me répondent, ah ben non, c'est pas moi, c'est l'autre. Pensez-vous qu'il puisse s'agir de cela ? Parce que je crois bien, je ne suis pas du tout infirmière naturellement, mais je crois bien que les infirmières apprennent, les aides-soignantes aussi, que ces fameuses boîtes doivent toujours être libres, hein, laisser du champ et ne jamais dépasser un certain niveau. Est-ce que vous pensez que c'est un problème dont parle César dans la guerre des Gaules ? Alors je sais pas. Caius Julius. J'avoue que je ne sais pas si César parlait déjà des boîtes jaunes dans la guerre des Gaules, mais je suis ravi de l'apprendre. Deux choses peut-être. Ce matin, je discutais avec un médiateur de santé pair. Alors, donc, vous savez, c'est les patients qui se professionnalisent, et qui sont maintenant des professionnels de santé de l'hôpital et qui jouent un rôle très important d'interface entre les soignants, notamment médecins, infirmiers, etc., et les patients. Et donc, il y avait un grand débat sur le médiateur de santé pair a-t-il accès au dossier médical ? Grand sujet. Oui, non, peut-être, etc. Et donc, le médiateur me racontait qu'il était dans une assemblée qui débattait de ça. Beaucoup de médecins étaient complètement contre, en disant non, quand même, le dossier médical, c'est nous, c'est sacré, personne n'a accès, etc. Et le médiateur, en rigolant, me dit, de toute façon, c'est pas très grave, parce que ce que nous racontent les patients, ils ne le racontent pas aux médecins. Donc oui, avoir le témoignage des patients, c'est parfois un peu compliqué. C'était pour votre premier point. Ouais. L'idée juste d'avoir des patients dans l'enquête collective, dans l'apprentissage, c'est quelque chose qui vous a, j'imagine, non, mais ils font partie intégrante du sujet. Après, ce que dit François, c'est qu'ils ont parfois une vision sur du détail aussi qui est très riche. Je ne sais pas si vous entendez, nous avons quand même un principe de prudence. Ça ne se voit pas parce qu'on mène les choses un peu tambour battant. Mais n'oubliez pas que nous avons un principe de prudence. On est très prudent avec les patients et avec les soignants. On va aller parler au cadre très facilement, mais on respecte ce qui se passe dans les services et on fait confiance aux professionnels. Donc une des particularités de tout le système qu'on a monté, c'est qu'on essaie de faciliter les conditions de travail. On écoute, Guillaume, le premier, écoute très fort et oriente. Par contre, attention à mettre les doigts à des endroits où on ne sait pas ce qu'on fait. Et là on a toujours essayé de... On respecte vraiment... Il se passe des choses dans les services, effectivement, qu'on ne sait pas. Et c'est important de leur laisser de l'espace. On travaille beaucoup sur comment essayer de recueillir au mieux la parole des patients et en tenir compte. Ça nous amènerait un peu loin de discuter de tout ça. Alors, je suis pas sûr d'avoir complètement compris votre question sur mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'argument qui consiste à dire « mais vous devriez quand même le savoir, vous apprenez rien en école d'infirmière », c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure en disant faut dépasser ça. C'est-à-dire que si la personne a fait ce qu'elle a fait, il y a une bonne raison, en réalité, souvent. C'est sans doute pas qu'elle ne le savait pas. En tout cas, c'est juste qu'elle a été placée dans des conditions qui ont fait qu'elle a agi de cette façon-là. Sinon, on est vite dans des choses du genre ça irait quand même mieux si chacun faisait ce qu'il a à faire. C'est un truc très bureaucratique. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, et puis de toute façon, c'est comme ça. Et s'il y a un problème, c'est que quelqu'un a fauté. Et donc on le blâme pour avoir fauté et ne pas avoir respecté, assumé ses responsabilités pleinement, et donc respecter toutes les bonnes pratiques, et y compris ne pas laisser déborder la boîte de dasserie. Ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de ça. Parce que moi, j'ai jamais vu d'exemple de gens qui, dans les services, surtout dans les services de soins, qui volontairement faisaient un truc qui potentiellement pouvait poser un problème pour les patients ou pour leurs collègues. C'est jamais volontaire. C'est toujours avec des bonnes raisons. Par contre, c'est pas toujours facile de les comprendre.
Philippe. Oui, ça rejoint tout à fait une expérience que j'ai dans un autre domaine, qui est celui de la sûreté nucléaire, parce que je suis expert auprès de l'autorité de sûreté nucléaire sur les réacteurs EDF. Et historiquement, dans les analyses d'incidents, puisque le retour d'expérience est très important, comme dans l'aéronautique d'ailleurs, dans la sûreté nucléaire, et donc l'analyse d'incidents joue un rôle très important dans le retour d'expérience. Et historiquement, l'analyse d'incidents se faisait par une analyse arborescente très rationnelle, cause, plusieurs niveaux. Et la cause à laquelle on arrivait toujours, c'était une erreur d'un opérateur. Et les managers d'EDF étaient assez d'accord pour dire ça ne nous sert à rien. Parce que erreur d'opérateur, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ce n'est pas une cause profonde. Et d'autant plus qu'à l'étranger, sur les centrales nucléaires américaines, d'autres pays européens, etc., des études avaient été faites sur les incidents. Et la conclusion de ces études, c'était que dans l'immense majorité des cas, les causes profondes des incidents sont organisationnelles et pas individuelles. Et que par conséquent, quand on a apparemment une cause individuelle, une erreur commise par un opérateur, il faut gratter un peu plus et on trouve des causes organisationnelles. Et je pense que c'est un peu l'expérience que oui, vous avez. c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est souvent le cas. Je complète en ajoutant autre chose. Il faut se méfier vraiment beaucoup de vous n'avez qu'à appliquer les procédures. Parce que le boulot numéro 1 du soignant est de réconcilier des règles générales avec des cas particuliers. C'est-à-dire qu'il y a des conduites à tenir, il y a des bonnes pratiques, il y a des référentiels qui sont toujours rédigés de façon générique. Or, chaque patient est unique. Donc le soignant passe sa vie, passe son quotidien tous les jours à réconcilier la situation particulière qu'il a en face de lui par rapport à des règles générales. Et donc, c'est au contraire, il faut au contraire légitimer, conforter ce travail qui est un travail difficile, mais qui est le quotidien des soignants. Et alors de temps en temps, c'est pas le choix qui va les faire, mais on en discute et on revient dessus. On dit par exemple qu'il faut jamais interrompre un soin. Ok, mais je suis infirmier, je suis en train de faire un soin, mon collègue m'appelle en criant pour une urgence. Qu'est-ce que je fais? Je m'interromps, je m'interromps pas? Honnêtement, c'est pas simple. La réponse, c'est ça dépend. On en discute. Et ça, donc faut se méfier beaucoup, je me méfie beaucoup des réponses du genre vous n'avez qu'à appliquer les procédures, vous n'avez qu'à appliquer les conduites à tenir. C'est un peu plus compliqué que ça, surtout dans le soin. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Allez-y, commencez sans micro. On vous entend, ouais. Je m'appelle Kitri et je suis probablement plus jeune que beaucoup de gens ici. Moi, j'ai une question. Commence très bien. J'ai une question du coup d'un peu plus long terme. En entrant dans le système de la santé, la question qu'on peut se poser quand on voit quelque chose comme ça avec lequel on est forcément d'accord, en fait, parce que c'est une question de dialogue et d'entraide. À quel point est-ce qu'on peut croire que ça va vraiment améliorer le système de santé à une échelle plus grande? C'est-à-dire, je veux bien croire que c'est nécessaire, mais qu'est-ce qui manque pour que dans 20 ans, 30 ans, ça ait vraiment eu une efficacité en fait, sur le système? Guillaume Couillard, ministre de la Santé, hein, moi je vois que ça. Mais... Ouais, alors, j'ai dit, mais il veut pas. Hein. Ouais, alors, en fait, je vais revenir sur votre première phrase. Oui, ça a l'air évident, tout le monde est d'accord, etc. Ouais, je peux vous dire que c'est pas si facile que ça à faire. En fait, ça bouscule vraiment beaucoup la façon dont on fonctionne d'habitude. Vraiment beaucoup. Et c'est pas si simple que ça de passer d'une logique de décision unilatérale, je décide des trucs et je les impose, à une logique de résolution de problèmes collaborative. Honnêtement, alors ça paraît très sympathique quand on l'explique comme ça, mais la maintenance du système qu'on a expliqué là, elle est loin d'être simple et les résistances sont extrêmement nombreuses. Donc, d'ailleurs, enfin, il n'y a pas tant d'exemples que ça en fait d'hôpitaux qui fonctionnent comme ça. Enfin, je crois pas. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Et donc, en fait, il ne faut pas sous-estimer la difficulté, même si ça paraît naturel quand on l'explique comme ça. Après, l'impact que ça a, en fait, c'est
Et on peut l'appliquer à n'importe quelle échelle, y compris à l'échelle du système de santé, même si à chaque fois qu'on élargit l'échelle, c'est de plus en plus difficile. C'est d'essayer de moins se tromper. Et comme on se trompe moins, il y a moins de problèmes. Et en fait, Étienne, dans son introduction, parlait de non-pertinence, de non-qualité, de gaspillage, etc. Et en fait, on s'aperçoit à l'échelle d'un hôpital que beaucoup de ressources sont dépensées pour rattraper les trucs qu'on rate. Et en fait, c'est la même chose à l'échelle du système. Mais appliquer tout ça à l'échelle du système, c'est peut-être pour le prochain bouquin, mais je suis sûr que ça ne va pas être très simple. Ouais, je voudrais juste rajouter un point par rapport à votre question. Je ne connais pas un système, une étude correctement faite qui ait pu évaluer qu'une intervention quelconque a in fine amélioré la santé de la population. Quand vous changez l'organisation des études médicales ou paramédicales, quand vous faites de la formation continue, Dieu sait si on dépense des sommes colossales pour cela, jamais on n'a été capable que, in fine, il y avait un impact sur la santé de la population. Par contre, ce que l'on sait, parce que ça a été largement démontré, c'est que tous ces changements d'organisation et le travail finalement qui est sur la pertinence étaient des gains d'économie indiscutables. Karim Matem, je ne peux pas du tout prétendre comme Kitri que je suis beaucoup plus jeune que la plupart d'entre vous. Mais si. La question, elle est un peu sur le même registre, mais différent. C'est comment on s'assure que ça tient dans la durée. Parce qu'on a beaucoup d'expérience, notamment à travers les améliorations de performance, par les processus, par les indicateurs, sur le fait que ça marche un certain temps. Et puis, le passage en routine... C'est très simple, ça ne tient pas. C'est un savoir-faire. Ça tient pas, c'est comme tous les savoir-faire, rien ne tient. Quand on sait faire quelque chose, ça se reproduit. Quand on ne sait pas le faire, ça se reproduit. C'est un savoir-faire du directeur, du CEO, de son équipe en dessous. Donc il y a quand même une petite inquiétude parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dans le profil actuel. Et ça veut dire que concrètement, si Guillaume s'en va par exemple du GHU, ça peut retomber. Si on n'a pas su convaincre d'autres directeurs que c'est un savoir-faire, pas un savoir-être, pas un truc génial, mais un savoir-faire qui doit donc s'acquérir. Et comme tous les savoir-faire, il faut construire l'outil avant de se servir de l'outil. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'avait eu le courage de faire Guillaume, c'est d'apprendre à le faire sur des cas simples avant de rentrer dans des cas compliqués. Le système, il ne s'est pas construit d'un seul jour. C'est juste qu'on a commencé sur des cas simples et on a progressé vers des cas compliqués. Donc, par rapport à votre question, il n'y a pas de réponse. C'est un savoir-faire. Hors de la santé... Quand on le fait, ça marche toujours, c'est étonnant. Quelle que soit la personne et la situation, c'est un certain nombre d'outils. Par contre, on le sait très bien dans les sociétés, l'adoptabilité est compliquée. Adopter un savoir-faire nouveau et déjà se convaincre qu'effectivement il marche. C'est pour ça qu'on a écrit le bouquin d'ailleurs. Et abandonner des pratiques anciennes, ça n'a jamais été simple. Donc, pour vous répondre, c'est pas le système qui fait ça, c'est la personne. Oui. Je nuance un peu. C'est sûr que plus vous allez convaincre de monde que c'est efficace, plus les gens verront au quotidien que c'est efficace, plus ils se l'approprieront, plus il y aura de personnes qui le feront, et c'est ça qui peut aider dans la durabilité. Je me permets une petite question complémentaire, pas très politiquement correcte, mais mon grand âge me permet de la poser. Est-ce qu'on n'a pas un manque d'ingénieurs dans les hôpitaux français ? Il y a des hôpitaux en Europe où il y a beaucoup plus d'ingénieurs de process. Dans les hôpitaux français, on a des ingénieurs pour la construction, on a des ingénieurs biomédicaux. Est-ce qu'on n'a pas un manque de médecins à la tête d'hôpitaux français ? C'est peut-être vrai aussi, mais ça ne répond pas à ma question. Non, je pense pas qu'il faille être ingénieur de formation pour faire ça. Hein. Enfin, je crois pas. Je suis même sûr que non d'ailleurs, en fait. Donc je sais pas. En tout cas, il n'y a pas forcément de lien avec ce genre d'approche managériale. Monsieur, dernière question. Oui. Alors, madame, peut-être une réaction. Excusez-moi, monsieur, parce que c'est dans le prolongement rapidement. Pardon. Bonjour, Nadia Jouaille, IGAS, mais ex-directrice d'hôpital, et peut-être pour avoir travaillé avec Guillaume et Olivier et aux Hospices Civils de Lyon et dans un établissement qui appliquait une méthode pas tout à fait la même. Mais je pense qu'il y a un sujet sur le savoir-faire et accepter les pas de côté.
Et en fait, peut-être le directeur, et qu'il soit de mon point de vue médecin formé à l'EHESP ou dans une école de commerce, à vrai dire, c'est à peu près tout le temps les mêmes sujets. C'est-à-dire que quand vous êtes directeur, vous avez une responsabilité, donc vous devez apporter des réponses. Sauf que quand vous mettez en pratique des modalités managériales qui sont très transformantes, il faut accepter de ne pas savoir. Ou en tout cas, il faut accepter de lâcher prise. Or, c'est un peu antinomique, parce que ce qu'on attend de vous, c'est d'apporter des réponses et de rendre des comptes également. Et donc ça, je pense que c'est un vrai sujet de comment on accepte le pas de côté, de dire qu'on ne sait pas. Vous posiez la question tout à l'heure de la responsabilité, c'est de faire confiance aussi, vous l'avez beaucoup dit. Et ça, je pense que c'est probablement le point, de mon point de vue, un côté managérial qui est un élément assez central et qui, du coup, pour le coup, interroge aussi le positionnement du directeur versus tout son écosystème. Voilà, Monsieur, dernière question. Oui, Jean Oureb, je suis PCME dans un établissement de psychiatrie dans le nord de la France. En termes de maintenance, ça marche comment ? C'est-à-dire comment justement, comment vous allez arriver, ou vous arrivez à ce que ça rentre avec quelle maintenance. Enfin, je sais pas le dire. Je sais pas le dire. Non, c'est le bon terme. C'est la maintenance du système. Bouquin. C'est le très bon terme, c'est la maintenance du système. Ouais, ce sera le tome 2 de l'hôpital apprenant. Non, le premier truc, c'est moi je continue d'aller beaucoup sur le terrain. Beaucoup. Bon, d'abord parce que j'aime ça, mais aussi parce que c'est la première maintenance du système, en fait. C'est-à-dire le souci d'être auprès des équipes et de les accompagner. Il n'y a rien de plus gratifiant de voir la progression des équipes dans la maîtrise de leur environnement, dans ce qu'elles font. Et c'est ça, en fait, qu'on accompagne dans la maintenance du système. Donc ça, c'est le premier truc, c'est d'aller beaucoup sur le terrain. Et puis après, il faut animer le système. Alors c'est là où Louise a un rôle absolument clé. Donc ouais, le GHU c'est gros, ouais. Ça vous a pas totalement échappé. Donc il y a effectivement un petit sujet d'échelle. C'est l'animation du système. C'est-à-dire qu'en fait, il y a entre nous, on appelle ça le Festival d'Avignon. C'est-à-dire que il faut que quelqu'un s'assure que les choses se passent, que les communautés de pratique se tiennent, que les kaizen se tiennent. On n'a pas un modèle bureaucratique. Donc il y a juste une vraie expertise, il y a un vrai savoir-faire. Alors c'est Louise qui maîtrise ça très très bien. C'est comment être sûr que les choses se font. Donc que les gens sont invités à se réunir pour faire un kaizen. Qu'on fait des demi-journées d'amélioration continue où les équipes partagent leurs expériences, qu'on met en place telle nouvelle communauté de pratique, telle nouvelle task force, etc. Donc il y a... alors c'est un truc que moi personnellement j'ai complètement découvert, c'est que pour tout événement, il y a toujours l'invitation, l'organisation et le fait que le truc se passe. Et en fait, l'invitation et l'organisation de l'événement sont au moins aussi importants que le moment où ça se passe. Et donc il faut confier ça à quelqu'un, parce que maintenir un système comme ça, en fait, c'est pas mal de boulot. Je vais scandaliser mes collègues. Oui, tout ça a des racines pragmatistes, on est d'accord. Mais en fait, les grosses interventions comme celle-ci sur des très gros établissements sont fondées sur des travaux d'anthropologues. C'est sur Geertz, c'est sur Clifford Geertz. Et en fait, notre action est une action symbolique. Ce sont des énoncés, des narratifs, ce sont des rituels et ce sont des événements. Et donc, en fait, quelqu'un posait la question tout à l'heure, la bureaucratie, on n'y touche pas. Elle est faite pour marcher. Par contre, on la tempère, on la complète par, oui, c'est vrai, entre nous, on appelle ça le Festival d'Avignon. C'est important que les pelouses soient tendues, c'est important que les gens soient de bonne humeur, et c'est important qu'ils se retrouvent. Et on revient sur la notion de Slack, c'est pas du Slack, c'est pas quelque chose qui fait rien. C'est important d'animer un flux de conscience et de discussion sur pourquoi est-ce qu'on est là, d'où on vient, où on va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Et en fait, c'est ça que dans l'architecture de ce système, c'est ça qui fait. Merci beaucoup. On peut peut-être vous applaudir parce que on va
continue la discussion au cocktail. Moi, je vous remercie parce que c'est un exercice qui n'est pas si commun de tenir l'attention sur les questions de chariot, de robinet fermé, de pousse-seringue. Non. Mais sincèrement, c'est pas évident parce que c'est la vie. Mais c'est la vie. Mais c'est quand même aussi une manière d'exprimer les sujets hospitaliers qui en elle-même n'est pas si entendue que ça. Donc merci beaucoup et je vous recommande le livre L'hôpital apprenant. Je suis maintenant un VRP extraordinaire. Je vous recommande aussi parce qu'il y a des exemples pratiques. C'est ça qui est aussi très impressionnant. Il y a tous ces exemples du quotidien. La prochaine séance aura lieu le 13 mai prochain et elle reviendra sur le thème de la prévention algorithmique. On aura une présentation sur la politique à Singapour, qui est une politique très originale en matière de prévention sur la santé mentale, parce qu'elle est à l'échelon du gouvernement. Et on aura la chance d'avoir Kit Rimark qui est dans la salle, qui fera partie des discutants, avec Antoine Ténière, le président de Paris Santé Campus, et avec un représentant donc de Singapour qui viendra nous présenter un peu cette politique. Mais maintenant, il est temps d'aller au cocktail, et je vous remercie encore.